du Vieux-Montréal. J'ai un bac en psychoéducation et je suis en train de terminer ma maîtrise en psychoéducation présentement. En termes d'expérience de travail, j'ai vraiment beaucoup travaillé dans les écoles, plus particulièrement dans les classes spécialisées en troubles graves du comportement auprès des adolescents. J'ai travaillé aussi au Carrefour Jeunesse Emploi, j'ai travaillé dans un organisme pour favoriser l'autonomie auprès des adolescents et j'ai fait mon stage de maîtrise à mon emploi. Je travaillais plus particulièrement avec les parents, donc avec les membres de l'entourage qui ont un adolescent qui a une problématique de dépendance. C'est pas mal ça mon range d'expérience. Donc, pour commencer, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu c'est quoi la mission du Grand Chemin. Vous allez voir, honnêtement, comme j'ai le Grand Chemin tatoué sur le cœur, sérieux, c'est pour moi la plus belle organisme sur Terre. Là, fait que je suis vraiment passionnée par ce que je fais. La clientèle, je l'adore. Fait que voilà. Fait que je vais vous présenter un peu la clientèle avec laquelle on travaille. Je vais vous présenter les services, les approches qu'on utilise, puis je vais terminer aussi avec certains outils de dépistage qu'on utilise au Grand Chemin, mais qui sont aussi utilisés pour référer nos jeunes au service. Et par la suite, à la fin, si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre. Mais comme mentionné chez vous, à n'importe quel moment, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous entendre à savoir quand vous entendez le mot dépendance, qu'est-ce qui vous vient en tête spontanément? Qu'est-ce qui émerge? Je sais que vous avez vu un petit peu une notion au niveau de la dépendance, mais qu'est-ce qui vous vient en tête quand on nomme ça? Ouais. Quand ça devient un besoin. Moi. OK. Parfait. Oui. Consommation. Bon. Ouais. Le circuit de la récompense. Ouais. Le cycle de l'acétyl. Oui. Tu peux organiser ton horaire, mettons, à telle heure, tu vas chercher quelque chose, mon cannabis à telle place. Tu crées un horaire en fonction de Oui, exactement. La consommation va occuper une grande majorité de la journée de la personne. Quoi d'autre? Oui. Les autres d'humeur. Oui, saut d'humeur. Très fréquent chez la clientèle, effectivement. Oui. Plusieurs types de dépendance. Oui, comme quoi, mettons? Ça peut être dépendance à l'électricité, Ouais. ça peut être drogue, alcool, ça peut être... Oui, effectivement. Oui, La qualité de vie qui peut être impactée beaucoup. oui. Le fonctionnement. Vraiment, oui. OK, good, c'est bon. C'est un bon premier départ. Effectivement, la dépendance, pour vrai, ça peut toucher vraiment plusieurs aspects. Puis moi, le mot qui me vient en tête quand je pense à la dépendance, c'est vraiment le mot souffrance. Pour vrai, quand on travaille avec des personnes qui ont une dépendance, on travaille avec des gens qui sont souffrants. Puis au niveau des préjugés, au niveau de la société, c'est une clientèle qui va être extrêmement stigmatisée. Fait qu'avant de commencer, ça change-tu? J'aimerais ça qu'on regarde ensemble quelques mythes, réalités que moi j'entends souvent dans mon milieu, que j'entends dans l'entourage de la population. Là. Fait que je vous pose la question. Mythe ou réalité, les personnes dépendantes manquent de bonne volonté? Mythe, oui, effectivement. Comme vous avez pu voir, là, c'est un problème de santé mentale. Là. Une personne pourrait avoir énormément de volonté à vouloir arrêter de consommer, puis au-delà de ça, ça s'avère être vraiment plus compliqué qu'on le pense. Les signes de dépendance ne sont pas toujours évidents. Réalité, ouais. Fait qu'on peut avoir du monde qui sont extrêmement fonctionnels au niveau de la vie quotidienne, qui ont un bon emploi, que leur famille ne se doute même pas qu'ils ont un problème de consommation. Moi, présentement, j'ai un jeune en suivi que sa mère, elle ne savait pas qu'il y avait un problème de consommation. Elle l'a su quand elle a regardé tous ses Snapchat, parce qu'autrement, elle ne savait pas, puis il cachait toute sa consommation. Il jetait sa consommation dans les poubelles des voisins, fait que sa mère s'en est jamais rendue compte. Fait que c'est vraiment insidieux, comme on peut dire. Il faut toucher le fond pour demander de l'aide. Mythe, effectivement. Souvent, dans les
meetings alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, souvent ils vont parler de toucher un bas fond pour essayer de s'en sortir. Dans la réalité des faits, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir envie de faire des tentatives de suicide pour avoir envie de te sortir. Tu peux demander de l'aide à n'importe quel moment. Puis souvent, ce qui arrive dans nos services, c'est qu'il y a des jeunes qui vont dire « Ouais, mais moi, je suis pas si pire que ça. J'ai pas fait une psychose, j'ai pas été hospitalisée, je suis pas en centre jeunesse à cause de ma consommation. » Mais la réalité, puis on va se ramener tout le temps à ça, c'est que cette personne-là, elle souffre. Elle n'a pas besoin de se rendre jusqu'à vouloir faire des tentatives de suicide pour demander de l'aide. La dépendance n'est pas toujours liée à un usage excessif. Réalité, effectivement. Fait que tu n'as pas besoin de consommer à tous les jours pour que ça devienne problématique. C'est vraiment au niveau de la perte de contrôle qui va juger puis la souffrance de la personne. Les rechutes, c'est un échec. Mythe. Fait que je ne sais pas si vous l'avez vu un peu dans votre cours. Un peu encore. Mais les rechutes, ça fait partie du processus de rétablissement. Nous, c'est rare que, c'est dans le sens où on prépare les jeunes qui sont en traitement à rechuter. On fait des plans de prévention de rechute pour qu'il y ait tous les outils nécessaires pour travailler à ce niveau-là. Souvent, ce qu'on apporte, c'est qu'une rechute, ça se prépare. Ça tombe, la consommation ne tombe pas du ciel dans leur bouche, puis que finalement, ça dégénère. Souvent, ils vont avoir des signes précurseurs qui vont retourner dans leur comportement, puis tranquillement, pas vite, s'ils ne mettent pas des stratégies en place, ils risquent de rechuter. Il faut vouloir arrêter pour qu'un traitement fonctionne. Oh, c'était moins fort, celle-là. Ils n'ont pas besoin de vouloir arrêter pour consommer. Honnêtement, les jeunes qui rentrent au grand chemin, c'est rare que la première chose qu'ils me disent, c'est « Roselyne, j'ai vraiment envie d'arrêter de consommer, j'ai 15 ans, toutes mes amies consomment, puis je ne veux plus jamais consommer de ma vie. » Ça n'arrive pas, honnêtement. Souvent, les jeunes, quand ils vont rentrer en traitement, ils vont dire « Ben, je le fais pour faire plaisir à mes parents, je le fais parce que j'ai pas envie d'aller au centre jeunesse, je le fais parce que j'ai envie de faire taire un peu les gens autour de moi. » C'est souvent des motivations qui sont externes. Puis nous, en tant qu'intervenants au centre, ben, on va utiliser des approches pour essayer de changer leur motivation, puis qu'elles deviennent de plus en plus intrinsèques. Fait que même je trouve ça quasiment douteux, un jeune qui va me rentrer puis qui va me dire « Moi, je veux arrêter de consommer ». Souvent, je dis « C'est vraiment des super belles paroles, mais permets-moi d'en douter », parce que c'est pas ça la réalité. Fait que ça se modifie autour du traitement. C'est sûr que faut qu'il y ait un minimum de volonté pour vouloir arrêter de consommer, mais c'est pas ça qui va déterminer si on traite la personne ou pas. Puis même chose, tu sais, tantôt je disais c'est une question de volonté, bien une personne qui veut full arrêter de consommer, ça veut pas nécessairement dire qu'elle va réussir à le faire. Pour ça va? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ces mythes, réalités-là? Ça fait du sens? Good. Donc, le grand chemin, c'est quoi? C'est un programme de forte intensité avec hébergement pour les adolescents âgés entre 12 et 17 ans. On va traiter la cyberdépendance. Aujourd'hui, on va utiliser le terme utilisation problématique d'Internet, le trouble d'usage de substances et les jeux excessifs. Donc, qu'est-ce qui est jeux d'hasard et d'argent? Honnêtement, pour les jeux excessifs, c'est vraiment, vraiment rare qu'on ait cette problématique-là. Souvent, ça va être mettons un jeune qui va avoir un trouble d'utilisation de substances puis qui va peut-être jouer une fois de temps en temps, mais c'est rare que c'est ça la problématique principale auprès des ados. Quand tu parles de jeux excessifs, tu parles de jeux d'hasard et d'argent. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Le service, c'est volontaire, fait que il n'y a personne qui est obligé de rentrer dans nos services et les jeunes peuvent quitter à tout moment, peu importe s'ils décident qu'ils veulent s'en aller, ben nous, on les attache pas à une chaise. C'est sûr qu'on leur ouvre pas la porte puis on leur dit pas vas-y quitte et ta vie sera meilleure là. On va vraiment mettre des interventions en place. Par contre, c'est vraiment volontaire et on mise énormément là-dessus. On a 3 points de service. Donc, il y a un centre à Montréal, un à Saint-Célestin dans lequel moi je suis et un centre à Québec. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient le service du Grand Chemin, mettons, avant la présentation? Ouais. Oui. Puis dans quel contexte, je sais dans quel contexte? Ouais. Dans le cours de psychologie, là, notre prof, elle avait déjà travaillé là-bas. Ou elle allait faire du bénévolat. À Saint-Célestin? Je pense que Québec, je pense. OK.
la mission du Grand Chemin, ben, premièrement, c'est de résoudre les symptômes au niveau de la dépendance, de favoriser l'autonomie dans la vie quotidienne. Au centre, la structure, il y a un code de fonctionnement, des règles qui sont très strictes, un fonctionnement auquel les jeunes sont obligés de... Ben, pas qu'ils sont obligés, mais ils sont volontaires pour participer au service. Donc, ils doivent suivre l'horaire qu'on leur propose. Puis ça inclut là-dedans tout ce qui est une routine de vie stable. Fait que des heures de coucher, une heure de lever, du scolaire, des activités sportives, ils sont obligés de prendre une douche à tous les jours, manger 3 repas par jour. Ça a l'air vraiment de base, mais une fois qu'on met la routine qui est super sécurisante, ben après ça, ils demeurent disponibles pour recevoir des services puis travailler sur leurs problématiques. On travaille énormément à travailler les relations familiales. Honnêtement, surtout pour les adolescents, leur environnement quand ils sortent, ben, c'est chez leurs parents, c'est avec leur famille. Donc, on travaille énormément la relation avec eux. Il y a beaucoup de conflits qui se passent souvent quand ils arrivent au centre. La relation est pas mal effritée, je dirais, là. Fait qu'on travaille à rebâtir un lien avec leurs parents. Les parents, souvent, sont essoufflés, sont épuisés aussi de la consommation de leur ado. Ils sont démunis, ils n'ont pas d'outils. Fait que nous, on offre un service d'accompagnement aux parents. Et puis finalement, ben, le but de la thérapie, comme je mentionnais, on va viser l'abstinence, là, mais entre vous et moi, on se comprend bien qu'à 15 ans, être abstinent, c'est plus ou moins réaliste. Fait qu'on est plus dans une optique de leur offrir une période de non-consommation où ils vont pouvoir expérimenter la vie sans consommation, voir si ça leur convient, travailler pour de vrai leurs problématiques. Puis après les services, bien, ils auront l'opportunité de faire un choix qui est beaucoup plus éclairé au niveau de leur consommation que s'ils restaient constamment dans leur cycle de dépendance. OK. Quand vous pensez à un adolescent qui a un problème de consommation, qu'est-ce qui vous vient en tête? Ouais. Ben, j'ai le temps d'agir maintenant si on veut pour améliorer les conditions de vie, Ouais. Pourquoi c'est important d'agir rapidement? Son cerveau n'est pas cristallisé, par exemple, en développement. Ouais. Ben, ça c'est facile, mais c'est le bon moment pour changer des habitudes. Oui, pour vrai, là, on le voit de plus en plus dans les services qu'on offre, les ados, au niveau juste de leur mémoire, de leur concentration, de comment ils sont avec nous, les enjeux au niveau de la santé mentale débutent vraiment tôt et effectivement, plus on agit tôt, plus on augmente les facteurs de protection. Oui. L'influence entre les jeunes, puis les expériences aussi que les jeunes ont envie de tenter là, à l'adolescence. Oui. Jusqu'à temps que ça devienne plus tard une expérience et un grand problème. Mais oui, effectivement, l'influence des pairs, c'est quelque chose qu'on va travailler énormément. C'est souvent le plus gros enjeu pour les ados de dire « Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire avec mes amis à l'extérieur? Tout le monde consomme. » C'est vrai que la réalité est tough pour les ados à ce niveau-là. Ouais. Des fois, ça peut être un échappatoire là, pour être moins stressé par rapport, je sais pas, à l'école ou à une situation avec ses amis ou familiale. Oui, puis c'est prouvé, là, avec la pandémie, il y a vraiment eu une augmentation au niveau de l'anxiété chez les jeunes et on le voit vraiment dans les services. Les jeunes, l'anxiété est énormément présente. Puis là, il n'y en a pas qui se disent ouais, un ado qui consomme, c'est un grand criminel, il est dans la rue, ses parents sont pas incroyables. Mettons, à nos préjugés, là, hein? On a déjà été là. Mettons qu'on abonde nos préjugés. Oui. Je répète, échec scolaire, problème à l'école. Oui, absolument. Puis c'est pour ça qu'on a un volet scolaire, mais ça fait partie absolument de la problématique. Oui. Problèmes familiaux aussi qui peuvent mener à ça. Oui, énormément de problèmes familiaux. Honnêtement, c'est rare que ça n'arrive pas ou qu'il n'y en a pas. Oui. Mais c'est un peu le moment de la crise existentielle. Il lâche un peu puis il rebondit un peu sur tout ce qu'il peut. Oui. Souvent, ils se sentent perdus, les jeunes. Ils arrivent au centre, là, puis j'ai jamais vu des jeunes avec autant peu de connaissances d'eux-mêmes. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils aiment, ils savent pas qui ils sont, ils savent pas c'est quoi leur force. Ils ont de la difficulté à prendre la parole en groupe. Fait que tout ça, c'est des aspects qu'on travaille vraiment beaucoup tout au long de la thérapie. Good.
ce qui est du profil de la clientèle auquel on va rencontrer, honnêtement, il y a énormément d'enjeux de santé mentale, comme je le mentionne depuis le début de la présentation. Donc, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Des personnes avec un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Honnêtement, l'entièreté de nos jeunes ont un TDAH. C'est quasiment bizarre quand ils n'en ont pas un. Là. Troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles de la personnalité limite émergents. Ça arrive quand même fréquemment aussi. Troubles psychotiques ou bipolarité, ça c'est un petit peu plus rare, mais ça arrive quand même qu'on a des jeunes qui ont fait des psychoses, qui ont des hallucinations auditives, visuelles. Par contre, s'ils rentrent dans notre traitement, c'est parce qu'ils sont disponibles et ils sont en mesure d'être fonctionnels dans nos services. Là. Donc, souvent, ils vont être médicamentés puis ça va être super bien géré. Si c'est trop envahissant, bien souvent, on va les envoyer à se faire hospitaliser. Là. Fait que, faut vraiment qu'ils soient disponibles à faire le traitement. Troubles alimentaires aussi, c'est quelque chose qu'on va observer beaucoup, plus particulièrement chez les filles. Troubles de comportement, troubles du spectre de l'autisme, plus particulièrement pour les jeunes qui ont une utilisation problématique d'Internet. Ça va vraiment être notre clientèle cible pour cette problématique-là. Troubles de l'attachement, c'est vraiment des enjeux auxquels on fait face de plus en plus. Plusieurs jeunes vont avoir des comportements criminels, donc vont avoir fait des voies de fait, des vols, des ventes de stupéfiants. Il y en a qui vont faire partie de gangs criminalisés. Et les comportements à risque, bien, on va faire face à beaucoup de jeunes qui ont des idéations suicidaires. De l'automutilation, on a souvent de la prostitution et des comportements sexuels à risque. Et pour chacun de ces enjeux-là, ben, nous, on met des choses en place pour travailler ces différents éléments-là. Ce qu'on demande pour que les jeunes fassent leur traitement, c'est qu'il y ait un suivi avec un médecin ou un psychologue ou un pédopsychiatre pour recevoir, comme je le nommais, pour qu'ils soient disponibles au traitement. On a l'opportunité que si le jeune a un suivi psychologique, il peut maintenir son suivi durant le traitement qu'on offre, même qu'on l'encourage pour qu'il puisse avoir accès à ça puis qu'il ne perde pas ça parce que souvent c'est des suivis qui sont précieux puis difficiles à avoir. Voilà. Sinon aussi on offre des services de santé, fait qu'il y a un médecin qui vient au besoin pour des jeunes qui ont besoin d'évaluation. Si nous, les intervenants à l'interne, on a des questionnements par rapport à certains enjeux, bien, on peut le référer au médecin. Puis il y a une infirmière qui vient aussi à chaque semaine s'assurer, les jeunes ils passent des tests IPSS par exemple. Puis si jamais ils ont d'autres enjeux, bien, ils peuvent rencontrer l'infirmière. Selon le rapport annuel qu'on fait à chaque année, celui de l'année dernière, il y a quand même 82% des jeunes qui avaient un trouble de santé mentale. Fait que, honnêtement, c'est la majorité de notre clientèle. Ça fait en sorte que c'est une clientèle qui peut être assez complexe à travailler. Par contre, on offre les services pour... Nous, dans nos services, on va travailler autant avec la famille, le mode de vie, la santé, le scolaire. Fait que tous ces aspects-là vont aider avec une problématique qui ont plus de complexité au niveau de leur santé mentale. Quand vous... je vais revenir à ça, mais est-ce que ça vous étonne? Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens pour vous au niveau de la santé mentale des jeunes? Ouais. Oui, non, peut-être. Donc, pour ce qui est au niveau du type de consommation que les jeunes vont prendre, majoritairement, 40% des jeunes avec lesquels on va travailler, ça va être autant de l'alcool que différentes drogues. Une substance seulement, c'est 33% de la clientèle. Plusieurs substances, c'est 12%. Ceux qui ont une problématique de cyberdépendance, c'est 10%. Puis de l'alcool seulement, c'est 1%. En termes de consommation, les plus populaires, à 98%, c'est du cannabis pour la majorité de nos jeunes. De l'alcool à 52%. Souvent, les jeunes, ça ne sera pas nécessairement l'alcool qui va être problématique, ça va être plein d'autres substances. Puis souvent, les jeunes vont
vont vraiment beaucoup banaliser cette consommation-là, mais le risque de transfert vers cette consommation-là est extrêmement facile à faire parce que tous les jeunes, finalement, ils consomment un petit peu d'alcool. Amphétamine, méthamphétamine, donc speed, MDMA, crystal meth, cocaïne, puis des opiacés, oxycodone, codéine, morphine. C'est vraiment les principales qu'on va observer dans nos services. Voilà. Puis là, il y en a d'autres, là, mais ils sont moins populaires, comme par exemple des substances volatiles. Ça n'arrive pas vraiment souvent. J'ai une question, excuse-moi. Ouais. Est-ce que vous avez observé, mettons, au niveau de consommation de substances et problématiques Internet ensemble, tu sais, mettons, consommer, genre. Ça représente environ 3% des... de notre clientèle. Okay. Mais c'est rare, là, c'est ça, il y en a là, que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont avoir une problématique de consommation, puis là, ce qu'on va observer, c'est une problématique au niveau des réseaux sociaux plus particulièrement, ou qu'antérieurement, mettons, durant leur enfance, en primaire, ils jouaient énormément aux jeux vidéo et ils ont transféré vers la consommation. Ouais. Puis là, je pose une question à vous autres, Gaëlle. Pourquoi vous pensez que, tu sais, comme parce qu'elle l'a nommé, genre l'alcool, à peu près tous les jeunes en consomment, mais c'est quoi l'enjeu avec l'alcool et la consommation d'autres substances, mettons? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un enjeu? Quelqu'un levait la main, comme ça, je vais mieux entendre votre réponse. Il n'y a pas les mélanges, là. Tu mets l'alcool, c'est un dépresseur, puis il y en a un qui mettons, c'est un stimulant, mais le mélange des deux, ça fait. Ouais. Puis, mettons, tu sais, tantôt, Roselyne a dit, ben, tu sais, souvent, c'est rare qu'on est comme en mode arrêt complet de consommation, tu sais, comme pour toujours, là, parce que c'est un jeune de 15 ans, par exemple. En quoi l'alcool est un enjeu par après on parlait de prévention de la rechute, tu sais, c'est quoi le risque avec l'alcool? Ouais, C'est que l'alcool, partout, c'est dans ta famille, l'insuffit va t'avoir, ou c'est comme partout. C'est ultra accessible. Et qu'est-ce qui arrive, donc, vu que c'est ultra accessible, qu'est-ce qui arrive avec la possibilité de rechute d'autres substances? Le transfert par après, c'est là qu'on baisse un peu nos gardes sur comme je prends un verre, je prends 2 verres, c'est sympathique, puis c'est pas ça, mettons, je vais dire ma drogue de choix. Fait que, j'ai arrêté de faire de la coke, j'ai arrêté de faire du speed, mais l'alcool, c'est correct parce qu'il n'y a pas une problématique. Mais une fois que j'ai 3 verres dans le nez, ça se peut que ça me tente plus de glisser vers ma substance de choix parce que mes barrières tombent. C'est là un peu quand on parlait tantôt de transfert, c'est là aussi qu'il y a ce risque-là qu'il faut qu'on garde en tête. Puis je rajouterais aussi qu'il y en a beaucoup qui vont dire, mettons, plus particulièrement avec la cocaïne, là, fait qu'il y en a que quand ils boivent, c'est automatique que ça les amène vers la cocaïne. Fait que c'est sûr que si leur conso de choix c'était la coke, puis qu'ils décident de dire ben moi c'est pas ça, tu sais, je vais juste prendre l'alcool, ça va être correct, mais souvent il y a certaines substances qui vont faire en sorte que t'ouvres la porte à retourner vraiment facilement vers cette substance-là. Fait que le transfert, nous autres, on l'aborde durant le cheminement, mais il est vraiment facile à faire, puis c'est vraiment important d'informer les jeunes à ce niveau-là, puis de les préparer à ce que ça peut arriver, puis de pas encourager leur discours où ils minimisent, puis même de faire de l'éducation auprès des parents. Fait que les parents, même eux, là, ça va être full banalisé, l'alcool, puis ben, c'est pas ça qu'ils consommaient. Puis moi, à la limite, en tant que parent, j'aime mieux que mon enfant consomme de l'alcool une fois de temps en temps, qu'il fasse du cristal meth à tous les jours. Puis ça, on le comprend, là, l'extrême est là, mais ça reste quand même que c'est ça quand même. Tu sais, j'ai un jeune qui prenait du Purel. C'était ça sa problématique. Il consommait du Purel à tous les jours. Puis son père dit, ben honnêtement, j'aime quasiment mieux qu'il prenne de l'alcool que du Purel. Là, c'est super dangereux pour sa santé. Fait que, mais reste quand même que sa problématique est là, puis on n'est pas plus réglé. Lui, l'avez-vous rentré dans vos stats alcool? Non. Oui, dans l'alcool, oui, l'alcool. Puis, tu sais, je veux dire, nous autres, on a du Purel au centre, là. On n'a pas enlevé tout le Purel du centre parce que lui a le même problème, là. Fait que, on a mis des limites d'âge à ce niveau-là. Mais ça n'arrive pas souvent. C'est pas magique. Non. Pour ce qui est de l'utilisation problématique d'Internet, les critères de diagnostic, ça va honnêtement sensiblement ressembler là, à un trouble d'usage de substances. Ça va être une utilisation qui va être persistante, récurrente, qui va entraîner une perturbation ou une détresse cliniquement significative. Fait que c'est vraiment ça qui va déterminer si c'est problématique ou pas.
Ce qu'on va observer, il va y avoir une préoccupation excessive au niveau des jeux. Fait que le jeune, tu sais, comme tu nommais dans le fond, là, je me chandail blanc, que son horaire de vie était consacré à sa substance, ben, c'est le même principe pour ceux qui ont une problématique de jeu. Ils vont penser à leur jeu toute leur journée. Ils vont organiser leur journée en fonction des jeux. Il y a de la tolérance qui vont se développer, puis là, on va parler plus au niveau de l'augmentation du nombre d'heures de jeu. Il va y avoir le retrait, fait que quand on enlève la console de jeu, puis là, je dis console, là, mais ça pourrait être aussi les cellulaires, les réseaux sociaux, par exemple, YouTube, toutes ces affaires-là. Fait que si on retire ça, ben, il va y avoir des symptômes de tristesse, d'irritabilité, d'impatience. Le jeune va vraiment être mal quand il n'y aura pas sa console de jeu. Une perte de contrôle, fait qu'un jeune qui va essayer de gérer son temps de jeu, par exemple, ou souvent c'est les parents, j'aurais tendance à dire, fait que aujourd'hui tu as juste droit à 2 heures de temps de jeu, puis finalement ça finit en 4, 5, 6 heures de jeu. Une utilisation plus longue que prévu, fait que même principe que la perte de contrôle. Difficulté fonctionnelle, fait que souvent on va observer beaucoup d'absentéisme scolaire. Les jeunes, souvent ce qui arrive, c'est qu'ils vont jouer toute la nuit, fait que le lendemain quand ils sont rendus à l'école, ben ils sont fatigués, fait qu'ils dorment, soit ils rentrent pas à l'école ou sont juste pas du tout fonctionnels à l'école. Il va y avoir énormément de conflits, plus particulièrement avec les parents. Pour vrai, je veux pas généraliser, mais ce que moi j'ai observé dans nos jeunes qui étaient cyberdépendants, ben c'est des jeunes qui font des énormes crises quand ils se font enlever leur console de jeu, avec beaucoup de violence. J'ai même observé des jeunes qui tombaient même dans un cycle de violence conjugale avec leurs parents parce que c'est tellement violent comme crise que les parents, ils avaient peur d'enlever la console, puis à un moment donné, ça devient épuisant quand c'est ça ta réalité à tous les jours. Fait que les parents, ils décident d'arrêter de faire ça, puis ils deviennent un peu démunis parce qu'ils savent plus quoi faire avec leur enfant. De faire attention, tu sais, quand on réfléchit, tu sais, je sais que certains ont dans leur capsule là, que vous faites, là, certains ont une clientèle parent, tu sais, pour faire de la prévention, de faire attention aussi dans le jugement qu'on peut porter facilement aux parents sur, ben voyons, il faut qu'il y ait encore d'utilisation, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais il y a des enjeux derrière. Comme il y a un épuisement des fois derrière. C'est facile de le gérer une fois quand tu es super disponible, tu as une bonne nuit de sommeil, puis que tu n'as pas d'autres enfants à gérer, mais quand tu as des crises qui reviennent à répétition pendant des mois et des mois de temps, ben ça se peut qu'à un moment donné, c'est humain là, de perdre patience puis de faire genre oh my god, là, je taboute, je sais plus quoi faire, puis il jouera à son jeu parce que moi je suis plus capable d'intervenir par rapport à ça. Puis les services, la réalité, c'est que c'est long avant de recevoir des services. Puis voilà ça. Violation des règles, souvent les jeunes en cyberdépendance vont faire des vols pour pouvoir avoir une meilleure console. Là, je suis pas super bonne là, dans les jeux vidéo, mais d'augmenter leur personnage, là, d'apporter comme. En tout cas, je sais pas si vous me comprenez, là, mais en tout cas, d'acheter des trucs durant leur jeu. On va observer beaucoup de mensonges au niveau du temps de jeu, de qu'est-ce qu'ils font avec leur jeu. Et de l'évitement, fait que quand ils vont vivre des émotions négatives, ils vont vouloir aller fuir dans les jeux. De notre côté, qu'est-ce qu'on observe chez ces jeunes-là? Ben, ça va être des jeunes qui vont être extrêmement isolés socialement. Quand ils passent la majorité de leur temps sur les jeux, ben, normalement, ils voient peu de monde. Ils ont vraiment de faibles habiletés sociales, une difficulté à se mettre en action. Des jeunes qu'il faut vraiment les pousser le plus possible pour qu'ils se mettent en action, autrement ils ne le feront pas. L'hygiène de vie a été négligée. Souvent, il y en a qui arrêtent de manger, qui ne dorment pas, qui ne se lavent pas, qui ne vont pas aux toilettes. Donc, ça peut aller loin, là, honnêtement, au niveau de l'hygiène de vie. Ils vont développer des problèmes de sommeil, de l'absentéisme scolaire, comme j'ai dit tantôt, et une faible contrôle de soi, autant au niveau du jeu que de la gestion des émotions. Ouais. C'est quoi tu dirais qui est le plus présent dans cette clientèle-là comme sorte d'utilisation des écrans problématiques? Genre des jeux? Oui, ben mettons. C'est vraiment les jeux, là, genre Minecraft. Là, il y en aurait d'autres. Là, plus mais... jeux vidéo que réseaux sociaux. Oui, non, mais réseaux sociaux, on va l'observer beaucoup plus chez les filles.
ça sera pas ça la problématique première chez les filles. Là. Fait que notre clientèle cyber, c'est majoritairement des gars, puis c'est majoritairement les jeux vidéo, les consoles. Pour ce qui est des services qui sont offerts, oui. Est-ce que c'est ça, tu disais qu'il y avait une grande clientèle qui était TSE? Ouais. Est-ce que ça, vous diagnostiquez avant d'arriver au centre ou c'est vraiment comme vous faites des observations, puis c'est comme Des fois, c'est étrange de voir à quel point on peut observer des traits du spectre de l'autisme puis que ça n'a pas été observé avant, là, mais je dirais un mélange des deux. Pour vrai. Autant il y en a qui sont diagnostiqués avant qu'il y en a qu'on préfère vraiment beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de traits là, qui pourraient s'apparenter à un trouble du spectre de l'autisme. Ouais. Pour les services qu'on offre, on a les services à l'hébergement, les services de réinsertion à la famille et on fait aussi de l'intervention par la nature et l'aventure. Donc, pour ce qui est de nos services à l'hébergement, à quoi ça ressemble une thérapie, c'est entre 8 et 10 semaines où les jeunes ils vont avoir des rencontres de groupe, mais aussi un suivi individuel, mais c'est majoritairement de groupe. C'est mix aussi, autant de gars que de filles. Il y a une formation scolaire qui est incluse dans le programme, fait que les jeunes n'arrêtent pas d'aller à l'école parce qu'ils sont en thérapie. Souvent, il va y avoir une période de scolaire le matin, puis tout ce qui est activité thérapeutique va se faire en après-midi. Ouais. Est-ce que c'est un nouveau groupe à chaque 8 additionnels ou c'est, mettons, des gens qui se rajoutent au cours des C'est semaines? notre question. C'est un groupe ouvert. Fait que notre groupe, il est en constant changement. Là. Fait que autant il y en a qui terminent leur thérapie, il y en a qui quittent, il y en a que nous, on met fin. Puis on a des admissions, je dirais, à toutes les semaines. Fait que le groupe, il change vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Est-ce que tu peux rester plus longtemps que ça? Comment? Est-ce que tu peux rester plus longtemps que 10 semaines? Oui, sauf que souvent, là, 10 semaines, c'est long là, pour nous. Là. Non, mais mettons, gros max 12 semaines, j'aurais tendance à dire. Puis c'est vraiment dans des situations particulières qu'on va adapter pour le jeune, mettons, mais c'est vraiment pas la norme là, pour nos jeunes. Ouais. Tu as dit que c'est tout un constant changement, mettons, le groupe, mais comment ça fonctionne si t'en as un qui est nouveau arrivé puis l'autre qui finit sa thérapie? Oui, c'est ça la beauté du groupe en fait. C'est que les plus vieux savent exactement comment les nouveaux peuvent se sentir, donc l'inclure et l'intégrer dans le groupe. Leur apporter, honnêtement, ça fait la balance parfaite en fait parce que on a les plus vieux qui donnent l'exemple, qui sont en mesure de partager des prises de conscience, qui sont en mesure aussi de donner de l'espoir aux jeunes qui rentrent en thérapie et qui n'y croient pas vraiment. Fait que ça fait vraiment un beau mix en fait de relation au niveau des jeunes puis des nouveaux. Ouais. Oui. L'hébergement, ça fonctionne comment? Est-ce que, mettons, ils doivent rester dans l'établissement, genre ils sortent pas? Ou genre... Ouais. Dans le fond, c'est pas une prison. Là. Non, ouais. Mais dans le fond, c'est ça. Quand ils rentrent à l'interne, ils sont vraiment avec nous 24 heures sur 24, ils font dodo au centre. Puis dans le fond, ils n'ont pas le droit à des sorties, sauf la sortie de fin de semaine. Fait que vers la 7e semaine, ils ont une sortie pour aller tester leurs acquis de thérapie. Fait qu'à ce moment-là, sinon, on permet des sorties genre rendez-vous médicaux. Il y a les parents qui viennent faire des visites aux 2 semaines. Ils ont droit à des téléphones avec les membres de leur famille. Fait que durant cette période-là, c'est vraiment très intensif là, comme service. Fait que ils restent avec nous, puis nous, on a une planification où on travaille plusieurs aspects là, avec eux. Ouais. C'est des groupes de combien? Ça varie tout le temps, là, mais j'aurais tendance à dire autour de... Là, présentement, on en a 9. Fait que ça tourne toujours entre 6 et 9, mais on pourrait aller au maximum 14, mettons. Puis ça nous est déjà arrivé d'avoir 2 jeunes. Fait que c'est pas incroyable d'avoir un groupe de 2 jeunes, mais vu qu'on a souvent des admissions puis des départs, rapidement, il reste pas longtemps 2 jeunes. Est-ce qu'il y a des périodes de l'année que vous avez plus de monde? Mettons, vous savez que là, c'est plus problématique, puis mettons, il y a des... Ouais, l'été, souvent, on a plus de monde. Souvent, c'est parce que durant le mois de décembre, là, le temps des fêtes, le jour de l'an, etc., les jeunes, souvent, ils veulent passer du temps avec leur famille. Fait que c'est une période qui va être peut-être un peu moins populaire. Puis nous, on arrête les admissions après un certain moment pour qu'ils ne soient pas déstabilisés durant le temps des fêtes, mettons. Mais, tu sais, c'est pas des... tu sais, pour remettre la question, tu sais, si c'est Noël, ils passent la thérapie à Noël, puis ils n'ont pas de sortie. Fait que c'est la famille qui va venir visiter. Je fais du pouce, à l'inverse, thérapie adulte, l'hiver,
souvent plus de monde en thérapie l'hiver. Pourquoi vous pensez? Itinérance, santé mentale et tout ça, l'hiver il fait froid, tous les gens qui sont plus en situation d'itinérance, des fois vont faire ok, c'est bon, je rentre en thérapie parce que là, j'ai pas de Ouais. Souvent, on va voir un plus grand. Il y a l'aspect de l'école aussi. Il y en a que ça les stresse de manquer de l'école. Ben, tu sais, ils en manquent pas en théorie, là, mais ils font pas toute leur matière, là, ça va être plus réduit. Fait que, il y a ça aussi, mais honnêtement, là, en termes de clientèle, c'est pas. La marge n'est pas énorme là, entre l'été et l'hiver. Fait que c'est une thérapie de groupe, mais on fait des suivis individuels, fait qu'une fois par semaine, dans le fond, on est 3 intervenants de suivi, puis on fait des rencontres individuelles juste pour le plan d'intervention, pour s'assurer que tout se passe bien au niveau du cheminement du jeune. La thérapie est structurée en 3 différentes phases que je vais vous expliquer. Donc, la première phase, c'est l'intégration. Fait que, dans le fond, les jeunes, on leur offre 2 semaines pour apprendre à connaître le fonctionnement, apprendre à connaître le groupe, apprendre à connaître les intervenants. Il y en a qui n'ont pas arrêté de consommer ou qui rentrent en thérapie puis ont consommé le matin même. Fait que souvent, ils vont avoir des symptômes de sevrage qu'ils vont devoir gérer et qui vont être très inconfortables. Plus particulièrement, ben c'est sûr qu'au niveau du sevrage, on va observer au niveau du cannabis, des sueurs froides, de l'irritabilité, des enjeux au niveau du sommeil, une perte d'appétit. C'est inconfortable, mais c'est pas dangereux. Mais ça reste quand même que ça rend l'intégration qui est plus difficile. Fait que nous, on recommande à ce que le jeune y aille au moins essayer d'arrêter de consommer 2 semaines avant l'entrée en thérapie. Mais on sait que, c'est pas la réalité des jeunes. Fait que, voilà. Nous, on utilise cette phase-là pour vraiment miser sur notre lien de confiance avec l'adolescent, d'apprendre à le connaître, puis de se familiariser auprès de ses enjeux. C'est là aussi qu'on va entamer un début de réflexion au niveau de la problématique de dépendance, fait que le jeune, tranquillement, pas vite, qu'il apprenne à savoir c'est quoi les négatifs de sa consommation. Parce que souvent, ils disent, c'était vraiment nice ma conso, puis j'avais donc bien du plaisir. Mais pourquoi tu es en thérapie avec moi aujourd'hui si c'était si nice que ça? Clairement, il y avait des problèmes qui venaient avec ça. Puis, on va travailler aussi la motivation à entreprendre un cheminement. Là, oui. Tu en ligne sur sensibilisation? Oui. OK. Moi, on fait ça, OK? Parce que moi, je sais qu'après 45 minutes, ma gang, il commence à avoir des fourmis dans les jambes, là, puis que c'est plus dur, l'attention. On se lève debout. On se lève debout, on bouge un peu. On s'étire, on tourne sur soi-même. Si on a une phrase à dire à son voisin, c'est maintenant qu'on le dit. Je sais, je vous vois aller, là, vous êtes là, vous swingez d'un bord, vous swingez de l'autre, la fesse, tout ça, là. Fait que là, on prend une petite minute, là. On n'est pas subtil pour ça. Non, mais je sais que allez, je sais que c'est difficile. Je vais pas sortir de ce bord-là, il y a une rencontre de l'autre bord en passant. Ouais, mais là, elle est comme pris, là. OK. On se rassoit. On est prêt. On va être capable de faire jusqu'à la fin. C'est un classique, on fait ça tout seul. Après 45 minutes, ça sent bien les jambes. C'est bien correct. Camarade, ça va être bon. La deuxième phase de la thérapie, c'est la phase de la sensibilisation, c'est 5 semaines. Fait que ça, c'est vraiment le cœur de la thérapie. C'est là où on va travailler à ce que le jeune prenne des prises de conscience par rapport à sa problématique. Il va avoir à faire une histoire de dépendance. C'est là où on va faire aussi une rencontre familiale pour que le jeune soit honnête avec son parent par rapport à sa consommation. Puis que souvent, il y a comme des raisons dans la relation avec le parent qui sont des raisons de pourquoi le jeune consomme. Fait qu'on met carte sur table, dans le fond, durant ce moment-là. Et comme je vous nommais tantôt, il y a une sortie de fin de semaine pour tester les acquis du jeune qui a travaillé tout au long de sa thérapie. Finalement, la dernière phase, c'est 2 semaines, c'est la phase de responsabilisation. Fait que là, on va miser vraiment beaucoup à ce que le jeune prenne confiance en ses compétences. On va le valoriser le plus possible pour que quand il sorte, il se sente équipé, dans le fond, pour faire face à l'extérieur. Puis dans le fond, pour ceux qui le souhaitent, on a les services de réinsertion. Fait qu'on va préparer
le plan de sortie avec le jeune par rapport au service, s'il souhaite le prendre. Pour ce qui est des services de réinsertion, fait que c'est volontaire, là, comme je le nommais. Le but, c'est vraiment de transposer tout ce qu'ils ont acquis durant la thérapie à l'extérieur, puis nous, on les accompagne à faire face à leurs problématiques. Parce que souvent, ils sont comme dans une petite bulle, c'est donc bien beau le sens, c'est super cool, sauf que la réalité, c'est que tu n'as pas fait face à tes amis, tu n'as pas fait face aux parties qui s'en viennent, le retour à l'école, la réalité des conflits avec les parents, ben ça disparaît pas. Souvent, les jeunes vont cheminer, mais l'extérieur, ils n'ont pas nécessairement fait toutes les prises de conscience qu'eux, ils ont faites durant leur thérapie. Je me permets, tu sais, comme d'ajouter, parce que tantôt, il y en a qui étaient comme, hey, c'est quand même long, tu sais, 10 semaines. 10 semaines que tu peux pas voir tes amis, tu peux pas. Mais il y a quand même quelque chose qui se crée. T'sais, ils peuvent arriver un peu de reculons, mais il y a quand même, de façon générale, tu m'en pas si je me trompe, mais il y a quand même une genre de cohésion qui s'installe et finalement, on est donc bien ici parce qu'il n'y a pas de conflit familial. J'ai un hygiène de vie, je dors, je mange 3 repas par jour, chose qui souvent avait pris le bord, qui fait en sorte qu'on est constamment comme irritable, pas confortable dans les conflits. Il y a une petite bulle au bout de quelques semaines, je vais dire de bonheur, ça reste du travail, là, mais de genre, hey, on est bien ici. Et c'est là que finalement, on peut avoir tendance à se dire, ils ont hâte de sortir, mais c'est des fois aussi ultra angoissant de sortir. Oui, vraiment. Parce que c'est comme, là, c'est le début du travail finalement. C'est ça, exactement. Ça en vient par après. Oui. Puis souvent, ce qu'on dit aux jeunes, c'est que, tu sais, vers la fin, souvent, ils n'ont plus le goût de s'en aller, là, justement, parce que l'extérieur, ça leur fait peur, ils sont bien, c'est une petite bulle. Fait que souvent, c'est dans ces moments-là qu'on leur dit que c'est le temps qu'ils quittent, puis quand ils ont envie de s'en aller, c'est parce qu'ils ont besoin de rester. Fait que c'est vraiment ça. Mais pour vrai, ça passe vite, 10 semaines, avec tout ce qu'ils font. C'est tellement, il y a tellement d'activités, c'est tellement structuré qu'ils n'ont vraiment pas le temps de s'ennuyer là, au niveau de... Ben, c'est sûr que les amis, c'est plus tough, là, mais sinon, en général, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. La réinsertion, c'est 4 mois, fait qu'on maintient l'abstinence durant ces 4 mois-là, mais il fait face à la réalité à l'extérieur. Si jamais il rechute, c'est tant mieux, c'est à ça que ça sert le service. On est là pour les accompagner au niveau des rechutes, puis les ramener à leurs outils, puis qu'est-ce qu'ils ont travaillé en thérapie. Il y a des rencontres individuelles à toutes les semaines, puis aux 2 semaines, il y a des rencontres de groupe avec le groupe de réinsertion. Ouais. Mettons qu'il y a un jeune qui sort et qui dit qu'il ne veut pas le service de réinsertion, mais finalement ça ne marche pas. Est-ce qu'il peut revenir et lui demander le service? Non. Il va falloir qu'il refasse une démarche complète pour avoir accès au service de réinsertion. Nous, ce qui arrive, c'est que si le jeune refuse de recevoir les services-là, on va le référer au CRD, fait que Centre de réadaptation dépendance, pour qu'il continue à avoir un suivi à l'extérieur. Puis on travaille beaucoup en collaboration avec eux, dans le fond. Fait que, puis sinon, si un jeune décide de quitter la thérapie, mettons à n'importe quel moment où nous, on met fin à la thérapie, il peut refaire une demande dans 30 jours. Fait qu'il faut qu'il attende 30 jours pour refaire une demande. Qu'est-ce que, mettons en moyenne, là, est-ce que les jeunes acceptent le service de réinsertion ou souvent ils refusent? En majorité. En majorité, là. Souvent, l'intervenant qui s'occupe de la réinsertion, il travaille aussi à l'interne, fait qu'il crée un lien de confiance avec ces jeunes-là, puis les jeunes, en majorité, prennent le service de réinsertion. C'est sécurisant pour eux d'avoir ça. Ouais. C'est pas la prévalence des jeunes qui vont refaire la thérapie ou qui vont revenir dans C'est mince. J'ai pas de pourcentage à donner, mais c'est vraiment rare qu'un jeune, mettons qu'on met fin à son suivi ou que lui décide de quitter, c'est vraiment rare qu'on va le revoir une 2e fois. Nous autres, on mise beaucoup à ce qu'il revienne si jamais ça fonctionne pas, mais on le considère là, quand même dans nos interventions parce qu'on sait que c'est rare que les jeunes ils vont revenir faire une demande d'aide au centre parce que c'est très prenant là, émotionnellement comme thérapie. Ouais. S'il quitte, est-ce que vous êtes dans l'obligation de le référer au CRD? Ben nous, vu qu'on travaille en collaboration, puis c'est le CRD qui nous réfère les jeunes, oui, on les maintient toujours impliqués dans le suivi. Les intervenants, ils font des suivis aussi durant le cheminement du jeune. À moins que l'intervenant CRD décide de fermer le dossier, ben là, on n'est pas obligé de le faire. On offre aussi des services de ressourcement, fait que si jamais le jeune il rechute, ça va vraiment pas bien, il est dans une mauvaise passe, ben, il peut revenir pour une durée de 2 semaines au centre pour se stabiliser puis se ramener un peu dans un mode thérapeutique. Pour ce qui est des services à la famille, dans le fond, c'est vraiment un accompagnement auprès des parents. Fait que
c'est pas obligatoire pour les parents, puis c'est pas nécessairement eux qui sont en demande de services, là. Mais pour ceux qui en ont besoin, comme honnêtement, c'est la majorité des parents qui sont en demande d'aide quand même, on va évaluer leur situation familiale. Il va y avoir des suivis téléphoniques avec les parents. Puis, on offre des ateliers de groupe de parents aux 2 semaines où on va parler de notions sur la dépendance et sur les stratégies d'adaptation que les parents utilisent pour qu'ils fassent face à la consommation de leur ado en sortant. Ça, c'est uniquement avec les ados que vous avez en traitement. C'est pas un service offert genre aux parents en général. Là. Non, c'est vraiment ceux qui sont en traitement. Puis si jamais leur jeune décide de quitter la thérapie, on offre tout de même le service aux parents quand même s'ils souhaitent, parce que c'est pas lui qui a pris la décision de lâcher la thérapie là, ou de quitter. Ouais. Vu qu'ils sont mineurs, est-ce que ça prend l'accord du parent pour que l'enfant puisse avoir accès au service? Seulement s'il y a 14 ans et moins. Sinon, le jeune peut consentir au service comme il le souhaite. Oui. Est-ce que le service à la famille, ça inclut aussi la fratrie, tu sais, les frères, sœurs? Oui. Puis il y en a qui n'ont pas de parents, fait que des fois ça va être le grand-parent, des fois ça va être la famille d'accueil. Ça va être dans le fond un membre significatif qui est présent dans la vie du jeune. Fait que oui, on inclut la fratrie là-dedans. S'il a 12 ans, mettons, est-ce qu'il a le droit de quitter ou le parent il a le droit de l'obliger à rester vu qu'il est en bas de 14 ans? Oui, ça vient toucher un peu parce que nous, c'est volontaire. Fait que ça nous met dans une situation qu'on ne peut pas nous le garder s'il décide de quitter. Fait que si le parent, lui, il veut vraiment qu'il il va faire un signalement puis ça, il va aller dans son jeunesse. Mais nous, on peut vraiment pas l'obliger à rester. Pour ce qui est des services d'intervention à la nature et l'aventure, est-ce qu'il y en a qui connaissent ça un peu? Bon, logiquement, vous êtes supposé. OK, vous en avez vu un peu. Expliquez donc ce que vous avez fait, quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez fait l'année passée? On est allé dans le chalet pendant la communion. On a regardé un peu OK. Ils nous ont encadrés. Ça a l'air de... Ouais, c'est ça. Ils nous ont obligés à embarquer dans un chalet. Dans le fond, les services... Dans le fond, nous autres, on a un chalet qui est à Duchesnay, dans le parc de la CEPAC à Duchesnay. Puis les jeunes vont dans ce chalet-là une fois par mois, puis ils vont être mélangés avec un autre centre, fait que soit à Québec ou Montréal. Puis ils passent la fin de semaine dans ce chalet-là et il va y avoir des intervenants spécialisés, plus nos intervenants en dépendance. Puis ils vont vraiment faire des activités à l'extérieur, des randonnées, plein d'activités en nature. Puis souvent, durant cette fin de semaine-là, il va y avoir une thématique. Fait que, mettons, une thématique sur la communication, thématique sur l'estime de soi, par exemple. Puis toutes les activités de la fin de semaine vont être en lien avec cette thématique-là. Les jeunes, en majorité, aiment vraiment ça. Là. Pour vrai, ça leur fait du bien d'aller là. Puis ça leur donne un défi supplémentaire où ça leur permet d'expérimenter des choses que, dans le contexte de l'hébergement, on n'a pas toujours la chance de mettre ça de l'avant. Fait que ça permet vraiment d'autres services puis leur travailler d'autres compétences qui n'avaient pas accès au centre. Puis sinon, dans le fond, on offre aussi aux 2 semaines, il y a l'équipe d'intervention à la nature qui va venir au centre de Saint-Célestin, puis il va faire des activités en nature dans la région pour que les jeunes qui viennent du coin soient en mesure d'explorer c'est quoi qu'il y a dans les alentours s'ils souhaitent reproduire ce genre d'activité-là en sortant. C'est un peu ça la thérapie, là, on leur fait expérimenter toutes sortes d'activités pour qu'ils trouvent des passions, qu'ils trouvent des choses à faire qui font partie de leur intérêt, puis qu'à l'extérieur, ils les réutilisent à la place d'aller consommer ou qu'ils fassent des choses avec leurs amis. Ouais. Le territoire qui a beaucoup à Saint-Célestin, c'est Mauricie, centre du Québec. Ouais. Au complet. Ouais. Comme de là-dessus, quand on a. Ouais. Ouais, on a des jeunes qui viennent de là-dessus quand même régulièrement. Ouais, je m'en doute. Ouais. On a un préjugé de là-dessus aussi. Fait que dans le fond, l'intervention en nature, ça va permettre de proposer des défis qui sont stimulants, de favoriser le développement personnel, d'encourager l'intervention de groupe dans un cadre d'apprentissage qui est expérientiel. Ça permet de contribuer au bien-être psychologique, il y a des bénéfices pour la santé mentale des ados. On développe leur force, ils prennent beaucoup d'estime de soi durant ces activités-là, puis ça favorise la motivation au processus de rétablissement. Puis au travers de tout ça aussi, on offre des expéditions, fait que 4 fois par année, les jeunes qui le souhaitent s'inscrivent, puis ils vont faire une expédition de 5 jours, vraiment randonnée par sac, puis
Puis là, ils ont vraiment des objectifs concrets en lien avec ça. Puis souvent, ça a vraiment des beaux effets chez les jeunes. Ils sont fiers d'avoir accompli cet objectif-là. Ils ressortent de là avec beaucoup de fierté. Est-ce que tout ça est gratuit? Oui, pour les gens qui font partie des services. Oui, les services sont entièrement gratuits. Pour ce qui est des approches et des techniques d'intervention, on va utiliser l'approche cognitivo-comportementale, l'entretien motivationnel, l'intervention de groupe et les techniques d'impact. Là-dedans, est-ce que c'est des approches que vous connaissez un peu, que vous avez déjà vues? Ce serait la bonne réponse, oui. Ce serait la bonne réponse. Pourquoi, selon vous, le fait d'être dans un groupe pourrait avoir un impact positif sur le rétablissement? Oui. Parce que les jeunes vont se sentir compris, genre, tu sais, Oui, fait que le sentiment de ne pas être toute seule. Oui. Il y a un sentiment d'appartenance aussi qui se crée envers les autres, Ouais. de jeunes du centre, là, puis ça crée un bel esprit de groupe. Oui, puis ça donne, souvent, il y en a qui décident de rester en thérapie juste parce qu'ils se sentent bien avec ces personnes-là, puis ils créent des liens significatifs. Oui. Mais ça va s'encourager aussi. Là. Tu mettons, s'il y en a un qui a envie de lâcher, puis là, non, mettons, s'il reste 2 semaines, il reste 2 semaines. Oui, puis souvent, il y en a qui arrivent, qui sont proches dans le temps, hey, on finit notre thérapie ensemble, toi puis moi, puis on se lâche pas. Là. Fait qu'il y a vraiment ce sentiment-là dans l'entraînement. Oui. Et aussi que ça peut modifier comme le circuit de la récompense de la personne ou comme qui a créé des nouvelles associations de positivisme ou de ressentir des trucs comme de l'adrénaline ou comme qui provoquent la sérotonine avec des vrais gens. Oui, de créer des relations, tu sais, sans consommer, que les jeunes, souvent, ils vont le faire, on parlait de l'influence, de se créer un groupe de pairs, mais souvent d'être capable de dire, hey, tous ces gens-là autour de toi, ils t'acceptent comme t'es, puis ils te jugent pas. Puis ça, c'est toi sans conso, là. Fait que ça leur permet de prendre confiance en qui ils sont. Puis, honnêtement, au niveau du rétablissement, ben c'est sûr que c'est un gros facteur motivationnel. Puis d'aide mutuelle dans le groupe, on va, dans l'intervention de groupe, comment on va le faire, c'est qu'on va utiliser justement les personnes plus vieux, les plus jeunes, pour qu'ils s'entraident, puis que ça crée un sentiment d'appartenance, puis qu'ensemble, ils disent hey, je pensais que j'étais seule, moi, à vivre ça, ou je pensais que j'étais seule à vivre ces émotions-là. Finalement, je me rends compte que l'entièreté du monde du groupe vivent la même chose que moi, fait que je ne dois pas être si pire que ça, là. Clairement, la personne autour de moi est quand même correcte, là. Fait que ça permet de les aider au niveau de ça. Puis nous, pour vrai, en termes d'intervention de groupe, d'utiliser les membres, ça facilite vraiment notre travail. Là, moi, ce que je vais dire à un jeune, souvent, va pas avoir beaucoup d'impact, mais si je fais dire à quelqu'un d'autre, un autre jeune dit la même chose dans ses mots, ça va avoir 1000 fois plus d'impact que si c'est moi qui le dis. Fait que c'est tout à notre avantage d'utiliser le groupe, d'utiliser les membres ensemble pour qu'ils s'entraident. Donc, l'approche cognitivo-comportementale, fait qu'on va beaucoup travailler les pensées, les distorsions cognitives, de reconnaître l'impact des pensées sur leurs émotions, fait que de prendre conscience de leurs erreurs de pensée, puis voir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place par rapport à ça pour travailler la gestion des émotions plus particulièrement. Fait que le but, c'est vraiment de modifier les comportements pour favoriser le rétablissement. Fait que comme vous l'avez vu, le cycle de la solitude, c'est vraiment un aspect qu'on va regarder avec les jeunes, puis qu'on va identifier, il vient de où ton problème, c'est quoi le problème de la vie qui fait en sorte que tu es pris dans un cercle de consommation. Souvent, les jeunes sont comme moi, mais dans le fond, moi, je pensais pas à la séparation de mes parents quand je consommais. Non, je comprends, c'est inconscient, mais ça reste quand même que quand tu y penses, puis ce que tu as vécu à ce moment-là, ben tu le fuis depuis je sais pas combien d'années. Fait qu'on va aller aborder ce genre de situation-là pour qu'ils développent des stratégies qui vont être plus positives. Fait que de parler, souvent il y en a qui se rendent compte que juste vivre ses émotions puis d'en parler, ben ça a un gros changement au niveau de comment ils gèrent leurs émotions. Ils expérimentent que c'est pas si dangereux que ça d'avoir de la peine ou d'être inconfortable. Pour ce qui est de l'entretien motivationnel, ça va vraiment être une approche qu'on va utiliser beaucoup avec les jeunes qui sont ambivalents, soit la majorité de la clientèle avec laquelle on travaille. Fait que on va travailler à rouler avec la distance qu'ils ont
de vouloir continuer à consommer, puis on va favoriser le discours de changement. Fait que plus un jeune il va dire, mettons, moi j'aime vraiment ça consommer, mais je sais que ça détruit ma famille, ben on va pousser plus sur cet aspect-là pour faire développer ses prises de conscience puis son discours au travers de tout ça. C'est vraiment important, je le nommais tantôt, mais le lien que vous avez avec la clientèle, ça va être probablement votre plus gros outil dans l'intervention avec eux. Fait que commencez par ça, puis vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de faire tout le reste. Ensuite, on va aussi, pour ce qui est de l'utilisation problématique d'Internet, notre approche, ça va être un petit peu plus différente. Tantôt, je disais qu'on visait plus l'abstinence avec les jeunes, mais la réalité, c'est que des écrans, ils vont en avoir partout puis toute leur vie. Fait qu'on ne peut pas viser cet aspect-là. On va y aller vraiment plus dans la réduction des méfaits, de trouver un équilibre dans leur vie au niveau de l'utilisation des écrans. On peut parler de l'abstinence du jeu choix. Fait que si le jeune il jouait tout le temps à Minecraft, ben peut-être que de ne plus jouer à ce jeu-là et puis de gérer ton reste d'écran risque d'être plus facile pour toi dans ton rétablissement. Oui. Est-ce que au centre, vous avez des jeux vidéo? Non. Non. Dans votre part, ils n'ont pas accès à ça? Non, ils ont accès à absolument rien. Pas de téléphone, pas de livre, Non. pas de coloriage? Oui. On a des jeux, on a des livres de coloriage. Ils ont le droit à un MP3 puis un, mettons, vieux MP3, là, pas quelque chose avec des écrans. Fait qu'ils ont le droit de la musique une demi-heure dans leur journée. Puis ils apprennent à gérer la solitude. Fait qu'on leur offre des moments en chambre où ils peuvent relaxer, s'occuper seuls. Fait qu'ils apprennent il y en a qui s'entraînent, qui développent des intérêts pour le dessin, par exemple, l'art. Fait qu'ils peuvent avoir plein d'autres choses qu'ils peuvent essayer, mais on enlève tout ce qui était qui leur apportait, mettons, une certaine dépendance. Là. Fait que les jeux vidéo y compris. Comme on n'aura pas de l'alcool ensemble. Fait que c'est la même affaire pour les jeux vidéo. On va y aller plus dans le déterminer avec le jeune tout son horaire de vie sans de jeu. Fait qu'on va pas y aller plus dans combien d'heures tu veux jouer dans ta journée, mais qu'est-ce que tu vas faire toutes les heures où tu joueras pas pour mettre l'accent vraiment là-dessus et non sur le temps de jeu. Voilà. Finalement, dernier aspect, là, puis après ça, vous êtes libérés. Pour ce qui est des outils de dépistage qu'on utilise, dans le fond, nous autres, pour que les jeunes rentrent en thérapie, souvent, il va y avoir une évaluation qui va être faite à l'école, par exemple, avec des intervenants en toxico. Donc, souvent, l'intervenant en toxico, il va faire passer le DEPADO, qui est vraiment un dépistage au niveau de la problématique de la consommation. Fait que ça détermine est-ce que ta consommation, c'est feu vert, jaune ou rouge. Si jamais c'est rouge, ben, ils vont référer vers les centres de réadaptation en dépendance. Puis à ce moment-là, ben, ils vont faire passer l'IGT, fait que l'indice de gravité d'une toxicomanie, et c'est ce qui va déterminer si le jeune a besoin d'un traitement ou pas, ou de l'intensité des services qu'il a besoin. Puis pour les jeunes qui ont une problématique d'Internet, ça va être le Virtuado. Fait que, ils vont évaluer les habitudes d'utilisation d'Internet plus en profondeur. Nous, à l'interne, on va faire passer des fois des débats Internet si on a... Pour les jeunes, mettons, on va évaluer si on a une problématique au niveau des réseaux sociaux ou du gaming. Le GADAI, c'est une grille de décision pour évaluer le risque de sevrage. Fait que ça, c'est vraiment automatique. À chaque jeune qui rentre en thérapie, on évalue le risque de sevrage pour pas que ça soit dangereux pour sa santé. Il y en a qui ont besoin d'hospitalisation. Fait que ça nous permet de s'assurer que le jeune est en mesure d'avoir un sevrage sécuritaire. Et le NIDEP, dans le fond, c'est comme si jamais le jeune cote pour le GADAI, ben on va faire passer une évaluation qui est un petit peu plus poussée pour savoir s'il a besoin d'être hospitalisé ou pas. Fait que ça, c'est principalement les outils de dépistage qui vont être utilisés dans le contexte de la dépendance et que peut-être un jour vous allez utiliser si jamais vous travaillez dans ce domaine-là. Je souhaitais comme ajouter que la dépendance, c'est vraiment un long processus. C'est vraiment rare qu'il y en a qui vont juste faire une thérapie et que leur problème va être réglé. Fait que faut s'attendre à ce qu'il y ait des jeunes qui reviennent, qui rechutent à l'extérieur, que leur problématique elle continue.
Mais l'important, nous autres, dans l'optique qu'on a, c'est qu'on leur offre une période de non-consommation, on sème des graines dans leur tête. Puis si on a utilisé des outils ou qu'ils réutilisent à l'extérieur, ben ça va être vraiment ça qui va être bénéfique pour le suivi du jeune. Le rétablissement, c'est d'apprendre à tomber moins fort, moins longtemps et à se relever avec plus d'outils. Voilà. Tu as parlé des techniques d'impact. Je sais que les étudiants ont vu les techniques d'impact dans le cours. Antoine, as-tu un exemple de quelle façon vous utilisez les techniques d'impact? C'est pas quelque chose qu'on va utiliser nécessairement avec tous nos jeunes. Ça va vraiment déterminer des différents enjeux de chacun des jeunes. Mais par exemple, on va utiliser la technique d'impact du sac à dos. Où on va mettre des bûches à l'intérieur ou des choses lourdes, des briques, ça peut être ça. Puis sur chacune des briques, moi, tu peux l'utiliser à différentes sauces, là, mais moi, j'ai été comme en mode très intense parce que le jeune, il en avait besoin. Puis il était ouvert à faire ce défi-là aussi. Je le ferai pas si un jeune qui n'a pas envie de le faire. Fait que ce que je lui ai proposé, c'est qu'il porte son sac à dos, puis sur chacune des briques, j'avais mis des éléments que je savais qui pesaient lourd sur ses épaules. Par exemple, sa relation avec son père, la rupture avec son ex, des idées suicidaires. Fait que chacune de ces briques-là, je les ai mis dans son sac à dos et à chaque jour, il devait enlever une brique et parler de ce sujet-là avec son groupe. Et là, l'intensif était qu'il devait garder son sac à dos pour une semaine complète. Fait que il se levait le matin, la première chose qu'il faisait, c'était de mettre son sac à dos sur les épaules. Il était au scolaire, il avait son sac à dos sur les épaules. Il dînait avec le groupe, il avait son sac à dos. Il était dehors, il avait son sac à dos. Parce que la réalité, c'est que cette lourdeur-là est toujours sur ses épaules. Puis c'était ça qui était important, qu'il comprenne que s'il ne parle pas des choses qui sont difficiles pour lui, son sac à dos, il va juste continuer à s'alourdir. Puis des fois, ce que je lui disais, c'est que quand il demande de l'aide, ou qu'il trouve ça lourd puis qu'il le nomme adéquatement, on lui permettait d'enlever son sac à dos pour une durée, mettons, de 10 minutes pour qu'il associe qu'il n'est pas tout seul, il y a des gens autour de lui qui peuvent l'accompagner. Fait que si jamais il a besoin d'aide, il le nommait adéquatement, on prenait son sac à dos, ça y enlevait un poids sur les épaules. Et ensuite, il retournait avec ses briques. Puis plus la semaine avançait, plus le sac était moins lourd, moins pire c'était. Fait que ça a vraiment eu un bel impact, là, ça l'a marqué ce jeune-là, je pense, pour le restant de ses jours. Il ne porte plus jamais de sac à dos. Ouais, non, c'est ça. Mais ça, puis on inclut là-dedans une réflexion à la fin de la technique d'impact pour que le jeune fasse une introspection sur ce qu'il comprend de cette technique d'impact-là. Fait que ça, c'est une grosse, mettons, mais on peut en utiliser aussi des plus petites, genre faire porter du linge vraiment laid à un jeune, mettons, qui est full dans l'apparence, puis que son image est vraiment importante. Fait que, mettons, toute la journée, ben moi, j'ai choisi du linge qu'on a au centre qui est vraiment pas très beau. Puis, il doit se promener avec ça. Fait que le regard des autres, est-ce que ça change la perception que les autres ont de toi, même si tu as ce linge-là, par exemple? Puis, on va toujours accompagner d'une réflexion en lien avec ça. Ouais. Mettons, en tant qu'intervenant, ça ressemble à quoi votre quotidien, mettons? Au centre, ben, on est vraiment beaucoup dans le vécu partagé avec les jeunes. Fait qu'on mange avec eux, on fait des activités avec eux, on les accompagne dans la routine du dodo, on les accompagne dans tellement de sphères de leur vie durant ces périodes-là. Puis moi, c'est vraiment le bout que j'apprécie le plus de mon travail, c'est qu'on crée des connexions, des liens avec ces jeunes-là qui sont vraiment forts. On les voit évoluer au travers de leur thérapie. Puis, dans le fond, nous, ben, le matin, durant qu'ils sont à l'école, on fait des rencontres individuelles avec les jeunes. Puis, l'après-midi, souvent, on va être sur le plancher. On va faire des activités thérapeutiques avec eux, des rencontres de groupe. Là, il y en a toutes sortes. Fait qu'on est vraiment en animation d'atelier. Ça répond ça à ta question. Oui. Oui, une fois par semaine. On a une rencontre individuelle d'environ 45 minutes avec les jeunes. Merci. Je vous laisse aller faire pipi et je vous reprends pour 5 minutes. Fait qu'avec 45, je vous reviens ici. On en a pour 5 minutes. Après, on a des messages à vous donner. Alors, vous avez le temps d'aller faire un